Eh bien, bonjour et bonsoir à toutes et tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis donc Karim Beniclef, professeur à la faculté de droit de l'Université de Montréal et chercheur au Centre de recherche en droit public. Dans le cadre de la seconde conférence du cycle La part d'ombre du constitutionnalisme, après Martin Laughlin, je suis très heureux d'accueillir Laureline Fontaine, professeure à la faculté de droit de l'Université Sorbonne Nouvelle, et je la remercie d'avoir accepté notre invitation. Le professeur Fontaine est bien sûr constitutionnaliste et on peut lire plusieurs ouvrages qu'elle a consacrés à ce thème. La Constitution au XXIe siècle, l'histoire d'un fétiche social, publié en 2024, ou encore La Constitution maltraitée, anatomie du Conseil constitutionnel, publié en 2023, et vous avez entendu la radio à ce sujet. Il y en a d'autres aussi, bien entendu. Ce cycle, décidé avec Thibaut Biscaï dans le cadre des travaux du groupe de recherche en droit et économie politique, le GREDEP, rattaché au Centre de recherche en droit public, est parti de plusieurs réflexions, dont l'une, qui m'apparaît importante, veut que le néolibéralisme, et le seul horizon marchand, fait du marché, bien sûr, et du droit, les seules perspectives qui s'offrent aux citoyennes et aux citoyens. Qui ne se rappelle pas de la décennie 1990 où les mots liberté, marché, droits de l'homme, concurrence émergeaient et allaient de pair et fondaient l'éthos des sociétés capitalistes démocratiques? Il faudrait sans doute procéder à une analyse quantitative du langage afin de mesurer depuis cette décennie l'usage de ces mots lancés à la volée comme autant de talismans ou de fétiches destinés à asseoir la sacralité et la nature indépassable de nos régimes politiques néolibéraux et, plus fondamentalement, le caractère sempiternel du droit de propriété. On revient toujours à Orwell et au détournement incessant des mots et du sens de ceux-ci. Et en passant, l'Union européenne répond bien maintenant au précepte de 1984, la guerre, c'est la paix. Dans ce jeu de miroir, auquel les juristes peuvent exceller, les droits de la personne deviennent l'alpha et l'oméga du libéralisme démocratique contemporain, alors qu'ils n'ont jamais été pensés pour occuper tout le champ politique, au détriment d'autres principes tout aussi importants, comme le bien commun, obstacle premier au droit de propriété, ainsi que l'a démontré notamment E.P. Thompson dans son magistral Whigs and Hunters, The Origin of the Black Act ou Custom in Common. On se rappellera dans cette lignée les travaux de Christopher Hill, le grand historien anglais spécialiste de la Révolution anglaise du XVIIe siècle, qui a montré « an ancient constitution with common rights long preceded the monarchy ». Bref, les droits fondamentaux ont été détournés de leur objet premier pour devenir la sainte table des classes éduquées, aux prises avec un vide idéologique vertigineux. Je suis sûr que la conférence de Laureline Fontaine contribuera à dessiller les esprits et les consciences et à ramener le texte constitutionnel à sa juste place dans la configuration démocratique de nos sociétés. Laureline nous présentera ses réflexions pendant 1 heure à peu près et une période de questions suivra. Je la remercie encore d'avoir accepté notre invitation. À vous. Eh bien, merci beaucoup de cette invitation. Merci Thibaut, merci Karim, merci le GREDEP. Je suis très très heureuse de participer donc à ce cycle de conférences sur la part d'ombre du constitutionnalisme, même si j'avoue que je préférais le premier titre qui avait été donné, qui s'intitulait, en tout cas la première version française, qui s'intitulait Les démons, ou le constitutionnalisme et ses démons. J'avoue que j'avais une petite préférence pour ce titre-là. Disons que la part d'ombre laisse place à beaucoup d'imagination, à beaucoup plus d'imagination et de réflexion. Mais en tout cas, je suis très, très, très heureuse de participer à ces travaux-là. Et donc de partager aussi avec vous quelques réflexions issues du travail que j'ai fait sur le constitutionnalisme. Et vous vous doutez que je ne vais pas dire que des choses heureuses sur le constitutionnalisme, alors que l'histoire du constitutionnalisme depuis le XVIIIe siècle serait celle d'un progrès continu des sociétés politiques. C'est mon point de départ aujourd'hui, cette idée de constitution comme progrès des sociétés politiques. D'abord, les constitutions acteraient d'un changement politique initié par un mouvement populaire. La prise d'indépendance de la population américaine vis-à-vis de la monarchie britannique, la Révolution populaire française de 1789 et la mise au pas du roi, l'indépendance de l'Inde vis-à-vis
de la couronne britannique également au XXe siècle. Bref, cette origine populaire des constitutions eh bien, donne une tonalité particulière, aux énoncés qui prescrivent dans les textes le bonheur du peuple, le bonheur de tous, ou encore l'idéal de justice. Ensuite, ainsi que le déclare l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, tant cité à l'appui d'un constitutionnalisme à la fois exigeant et heureux, eh bien, les textes constitutionnels auraient pour fonction de garantir les droits et les libertés, notamment par une organisation particulière des pouvoirs qui les conçoit séparés. Qu'on y retrouve ou non des énoncés substantiels sur la réalité de ces droits et libertés. En général, on retrouve le principe d'égalité ou celui de liberté dans tous les textes constitutionnels, tout comme la plupart du temps le droit de propriété. Eh bien, l'acte constitutionnel s'offre comme un texte vertueux qui en fait un indépassable de l'organisation politique moderne. Tout pays digne de ce nom devrait ainsi avoir une constitution préalable, indispensable, à défaut d'en être synonyme, à l'édification d'une démocratie et d'un état de droit. La rhétorique positive des constitutions a en effet été renforcée par le fait qu'elles sont aujourd'hui associées à d'autres objets politiques à la connotation positive et méliorative, à savoir donc la démocratie et l'état de droit. Cet imaginaire constitutionnaliste a entraîné des constitutionnalistes réjouis lorsque ceux-ci constatent que ce modèle d'appréhension des sociétés politiques est effectivement entériné ici ou là, ou lorsqu'ils sont appelés pour aider à la transposition du modèle. Il en a été ainsi, par exemple, après la chute du mur de Berlin en 1989, qui a entraîné des réagencements politiques institutionnels dans tout l'Est de l'Europe, notamment avec l'adoption de nouvelles constitutions, élaborées sous l'œil avisé des régimes de l'Ouest, ceux du continent européen comme ceux du continent nord-américain. Les pèlerins constitutionnels, comme les a appelés le politiste français Renaud de Randeux, ont ainsi dispensé la bonne parole dans cette portion du monde désormais acquise à la cause libérale de l'Ouest, et le Conseil de l'Europe a même créé, dès 1990, une commission chargée d'une mission d'assistance constitutionnelle auprès de ces pays, à partir de standards élaborés par les politiques et les juristes de l'Ouest. Donc, cette commission qui est la Commission européenne pour la démocratie par le droit, dite Commission de Venise. Le conformisme constitutionnel a même été une condition de l'entrée de ces nouveaux pays dans le Conseil de l'Europe et surtout dans l'Union européenne, avec les critères de Copenhague du mois de juin 1993, subordonnant cette entrée à des critères politiques, économiques, administratifs et institutionnels. Ce processus fut exemplifié par l'élaboration de la Constitution de la Roumanie, par exemple, puisque celle-ci a eu en effet a dû accepter d'insérer dans son projet de texte constitutionnel une clause qu'elle n'avait pas prévue et qui portait sur la reconnaissance expresse de la primauté de la Constitution et des lois. Pour les constitutionnalistes, ce processus participait en quelque sorte de la fin de l'histoire que Francis Fukuyama proposait comme grille d'analyse des événements politiques en Europe, de la fin des années 80 au début des années 90. Confirmation de cette lecture de l'histoire politique, de cette fin de l'histoire, fut ensuite obtenue par la survenance des printemps arabes à partir de la fin de l'année 2010, qui connurent le même processus d'élaboration de nouvelles constitutions. Le droit constitutionnel et les constitutionnalistes donc évoluaient alors dans un bain de victoire symbolique, car le monde avait été constitutionnalisé. Et puisque c'était arrivé, ils avaient de bonnes raisons de croire à la légitimité du processus. Ils pouvaient ainsi écrire et enseigner la bonne parole, et même parfois se payer le luxe de porter la critique, parce que oui, quand même, rien n'est parfait. Alors cette rapide cartographie mentale du constitutionnalisme et de ses experts révèle une problématique désormais ancienne concernant la discipline. Faire du droit constitutionnel comme discipline supposerait, sans même la plupart du temps que l'on se soit posé la question, d'aimer le droit constitutionnel comme objet.
Cette posture est doublement problématique. Elle est d'une part une entaille sérieuse dans les conditions nécessaires à l'étude rigoureuse d'un objet, parce qu'elle implique que la critique ne puisse être formulée à partir de l'observation clinique et précise du droit constitutionnel, mais seulement à partir de l'idée que l'on s'en fait a priori. Cette démarche est aussi un écran à l'interrogation sur les effets sociaux et humains d'une pratique scientifique, parce que considérée en quelque sorte bonne naturellement. Cette problématique n'est pas propre au droit constitutionnel et ce serait presque propre à la discipline juridique dans son ensemble, parce que le droit, c'est un mode d'intervention et de correction du monde qui porte en lui les espoirs d'un monde meilleur. Être un spécialiste de droit constitutionnel supposerait ainsi de le défendre contre les atteintes qui lui sont portées. De la même manière, par exemple, qu'aujourd'hui, bien des juristes défendent le respect du droit international dans une société internationale où nombre d'États le défient. Alors que je préparais cette conférence, je reçois le texte de la déclaration commune de l'Association des constitutionnalistes d'Espagne, de l'Association française de droit constitutionnel et de l'Association italienne de droit constitutionnel, enfin des constitutionnalistes, faisant suite à leur réunion à Madrid les 18 et 19 septembre 2025, à l'occasion de la rencontre intitulée « Populisme et État de droit, les attaques contre la Constitution et le rôle des associations de constitutionnalistes ». Si l'intitulé de la rencontre renseignait déjà sur la démarche, le texte de la déclaration est encore plus clair. Je cite « L'érosion des valeurs propres au constitutionnalisme, dont souffrent actuellement les pays dotés des démocraties consolidées à travers le monde, est un sujet de préoccupation pour nos associations, qui renouvellent leur engagement à collaborer dans leurs domaines d'action respectifs afin de garantir le respect des principes fondamentaux de la démocratie et de l'état de droit constitutionnel. » Il s'agit alors de contrer une tendance et d'intensifier les activités des associations consistant dans, je cite encore, la diffusion des connaissances constitutionnelles comme moyen idéal pour encourager, en particulier auprès de nouvelles générations, l'appréciation et la reconnaissance des valeurs de la Constitution. Depuis tout à l'heure, je parle des constitutionnalistes comme s'il s'agissait d'une classe homogène et monolithique, alors qu'il existe bien une diversité dans la doctrine. Mais il est notable aussi que dans l'espace public, celui des médias et celui des idées, il existe bien un discours dominant, très peu critique à l'égard du constitutionnalisme, de ses composantes et de ses bienfaits. Lorsque la critique doctrinale existe, elle est à la marge et reste presque toujours confinée à l'entre-soi des universités, des centres de recherche et des publications confidentielles. La raison de cet entre-soi est presque évidente, qui se manifeste ainsi. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, ai-je entendu à maintes reprises. Oui, bien sûr, tout n'est pas rose. Oui, bien sûr, il y a eu des problèmes. Oui, bien sûr, il y a des fossoyeurs des vertus constitutionnelles. Mais, le constitutionnalisme, en tant qu'il a emmené les sociétés politiques vers la démocratie, l'état de droit et un exercice contrôlé du pouvoir, ne saurait pour lui-même faire l'objet d'une critique négative. Il reste sans doute beaucoup à faire, mais le principe est bon. Seuls ces acteurs ne le sont pas suffisamment. Il existe donc un constitutionnalisme de façade, des constitutions paravent, qui sont analysées comme une torsion du modèle, comme des pratiques qui se parent des habits qui ne sont pas les leurs. La démarche mentionnée à l'instant de plusieurs associations de constitutionnalistes correspond sans nul doute à une volonté des acteurs de ne pas paraître comme constitutionnalistes, cautionner ce qui se fait ouvertement contre la Constitution. Si les entorses assumées au modèle constitutionnaliste se font de plus en plus importantes, les constitutionnalistes, comme également les historiens et les politistes, forgent des concepts pour opposer le modèle vertueux et des modèles de pratique destinés à servir de repoussoir. Qu'il s'agisse de la démocratie monstrueusement dite illibérale, après que Fareed Zakaria ait popularisé l'expression, ou du constitutionnalisme auquel on se résigne à donner les qualificatifs d'abusif ou d'autoritaire, eh bien, celui-ci serait de toute façon violenté de manière inédite.
Et cela réjouit en effet un peu moins les constitutionnalistes. Et il est troublant de voir que, parmi les personnalités liées au modèle repoussoir, on trouve d'anciennes personnalités éminentes appartenant jusqu'alors au cercle indifférencié des constitutionnalistes de tout pays. En Europe, l'exemple symptomatique est László Trossany, de nationalité hongroise, membre éminent de l'Association internationale de droit constitutionnel et ancien membre de la Commission de Venise et ancien membre de la Cour constitutionnelle de Hongrie, qui devint ministre de la Justice du gouvernement de Orbán en 2014 et qui se mit à vanter les mérites de cette fameuse démocratie illibérale revendiquée par le Premier ministre. Et partout où le pouvoir s'autoritarise, si je puis dire, il existe des juristes et constitutionnalistes pour le justifier, de manière ouvertement militante, comme dans le cas cité à l'instant, ou de manière plus insidieuse, comme en France. Alors que ce pays, la France, a été qualifié récemment par le New York Times de l'un des pays les plus autoritaires d'Europe, les juristes qui s'entendent dans le débat public sont très peu directement critiques de cette pratique, voire expliquent qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter parce que la lettre du texte serait respectée. C'est bien cela. Les juristes s'inquiètent à la fois des postures qui revendiquent l'indifférence à la règle et de celles qui outrepassent la lettre du texte. Ils revendiquent une démarche scientifique qui s'appuie sur l'idéologie de la règle et de sa lettre, dont ils présument le caractère bienfaiteur, sans aucun détail empirique. Or, s'agissant des questions constitutionnelles, s'exprimer au nom de la science est un agenda idéologique très problématique. Peut-être que ça le serait moins si l'on s'essayait à une observation plus clinique des constitutions, de leurs pratiques et de leur représentation. Une observation débarrassée autant que possible des préjugés sur les bienfaits de l'existence même du phénomène constitutionnel. On pourrait alors commencer à produire, peut-être, un discours d'une autre nature. S'il est vrai que l'idée de constitution, telle que véhiculée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et autour de laquelle le concept d'état de droit s'est édifié, si cette idée est bien en ligne de mire de tout un tas d'autocrates contemporains, parfois soutenus par de bons constitutionnalistes, il y aurait une perte heuristique et politique immense à se contenter de ce constat que la Constitution est la cible des pouvoirs autoritaires et qu'il faut la défendre. Un réexamen de l'histoire, des discours, des représentations et des pratiques conduit à un autre constat, celui que la Constitution et le constitutionnalisme ne sont pas tant la cible de violences que le véhicule de violences qui n'ont pas encore été reconnus comme tels. Le constitutionnalisme n'est pas une fable, il est bien réel, mais il véhicule bien des fables et on raconte bien des fables à son propos. Et je vous propose aujourd'hui un petit essai d'inventaire à propos duquel je formule d'emblée quelques remarques. Première remarque, je n'observe pas le droit constitutionnel à partir des seuls énoncés contenus dans les textes constitutionnels. Ma démarche n'est donc pas celle d'un normativiste. J'attache quand même de l'importance aux énoncés des textes constitutionnels dans la mesure où ils produisent des effets, on va le voir. Mais ces effets sont de différents ordres. Il ne s'agit pas seulement de les apprécier, par exemple, à partir du critère de l'effectivité ou de la non-effectivité de ce qu'ils racontent. Ce critère est essentiel dans certains cas, mais il ne l'est pas dans d'autres, car la non-effectivité de ce que raconte une disposition constitutionnelle ne signifie pas qu'elle n'a pas d'effet. Au contraire même, une disposition peut avoir une fonction essentielle dans le paradigme constitutionnaliste, tout en n'ayant aucun effet du point de vue de la correspondance entre ce qu'elle raconte et la réalité. Ainsi, je le dirai tout à l'heure, parce qu'elle nous raconte de belles choses à propos du statut de chacun dans la société politique, les constitutions capitalisent de l'adhésion du plus grand nombre à la pertinence de l'idée constitutionnelle, quand bien même le texte n'aurait pas ou peu d'effectivité réelle. L'analyse des énoncés, pour rendre compréhensible le phénomène constitutionnel, doit donc mobiliser plusieurs registres et les combiner pour comprendre ce qui se passe vraiment avec un texte constitutionnel.
Enfin, pour ne pas être prise dans le piège des exceptions et des représentations idéalisées des constitutions, du type « oui, mais vous dites ceci ou cela, alors qu'à tel endroit, à tel moment, sur telle question, voilà comment ça s'est réellement passé. Voilà bien une exception qui infirme le modèle. » C'est vrai, j'ai tracé des lignes droites sur des lignes plus sinueuses. J'ai fait en quelque sorte le choix de la performativité globale sur la performativité locale. Indépendamment des histoires singulières, et on sait qu'elles peuvent être importantes, indépendamment des détours, le constitutionnalisme a produit des effets faisant que parler en son nom, parce qu'il est un référent discursif, emporte qu'il véhicule, qu'il charrie toujours avec lui ce pourquoi il existe. Et j'entends ici le constitutionnalisme comme discours et comme pratique initiée et diffusée par des entités politiques historiquement identifiées, principalement la France, les États-Unis, l'Angleterre. À cet égard, et pour terminer sur les remarques préalables, j'ai essayé le plus possible de me décentrer par rapport à ma position personnelle. Je suis une femme blanche vivant en France au XXIe siècle, professeure des universités. Ce qui signifie que j'ai été baignée dans l'idéologie des bienfaits du constitutionnalisme et je ne souffre pas substantiellement et n'ai pas eu à souffrir des inégalités sociales, quelque forme qu'elles prennent, dans mon pays bien sûr, où elles sont grandes, mais aussi dans tous les autres pays du monde, aujourd'hui ou dans le passé. Je suis donc partie à la recherche de ce qui s'était passé dans le monde depuis qu'on écrit des constitutions politiques, par elles ou malgré elles, qui entrent ou non en correspondance avec ce qu'on raconte à propos des constitutions et avec la manière dont on se les représente. Le « on » ici comprend bien entendu les spécialistes du phénomène constitutionnel, mais aussi tous les autres, qui transportent avec eux des représentations façonnées par les discours historiques et actuels dispensés par la classe politique, celle des intellectuels et celle des dits experts, mais qui constituent souvent, ces représentations partagées par tous, le soutien des discours de cette classe politique, de ces intellectuels et de ces dits experts. Il résulte de tout cela que j'ai identifié plusieurs fables que je vous propose aujourd'hui à gros traits. 4 principalement. Celle du peuple auteur de la Constitution et source du pouvoir, celle de la Constitution comme limite du pouvoir, celle de la Constitution comme la source de la garantie des droits, celle enfin du constitutionnalisme comme facteur ou révélateur d'un progrès civilisationnel, cette fin de l'histoire où le droit remplace la violence. Je les expose une à une, encore une fois à gros traits, pour esquisser le sillon à partir duquel nous pourrions prendre une autre route. Première fable donc, le peuple ou la nation est l'auteur de la Constitution. Le constitutionnalisme a été, depuis ses origines, associé à l'idée de capacité du peuple à l'auto-institution, à l'auto-organisation, ainsi qu'il en a été déclaré par le texte américain de 1786, « Nous, le peuple des États-Unis », celui français issu de la Révolution de 1789, les représentants du peuple français ont résolu d'eux. Bien sûr, il y a eu des actes constitutionnels écrits avant et au même moment qui n'avaient pas le peuple pour auteur. Je pense par exemple à un acte que vous connaissez, l'acte constitutionnel du Parlement britannique de 1791 qui divise le territoire canadien. Mais l'idée du constitutionnalisme ne repose pas que sur un acte de souveraineté. Elle repose sur la contestation et la maîtrise réappropriée du pouvoir. C'est ça le constitutionnalisme. C'est pourquoi l'idée de peuple ou de nation est essentielle. Quelques exemples pris dans les constitutions actuellement en vigueur manifestent la vivacité de l'idée. Les premiers mots du préambule de la Constitution espagnole de 1978 sont « La nation espagnole, souhaitant établir la justice, la liberté et la sécurité et promouvoir le bien de tous ceux qui la composent, proclame souverainement sa volonté de... » etc. La Constitution équatorienne de 2008 entame son préambule ainsi « Nous, femmes et hommes, peuple souverain de l'Équateur ». Le préambule de la Constitution d'Égypte de 2014 se termine ainsi « Nous, citoyennes et citoyens, nous, le peuple d'Égypte, souverain dans une patrie souveraine, voici la manifestation de notre propre volonté, voici la constitution de notre révolution. » Dernier exemple,
La constitution du Cambodge de 1993 débute ainsi « Nous, peuple khmer ». Ces affirmations alimentent des représentations de la Constitution et sont donc importantes. On parle quotidiennement, presque communément, de la Constitution comme le pacte social fondateur. Mais voilà bien une fable qui a un effet très largement en déconnexion avec la réalité de ce qu'elle énonce. Car quel est ce peuple dont on parle? Mais surtout, qui parle? Car ce n'est pas le peuple ou la nation qui parle, c'est évident, on le sait. Mais ce n'est pas non plus le texte qui le fait parler. C'est le texte qui dit le faire parler, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Il y a une appropriation par les auteurs du texte, en général très peu nombreux, de 1 à quelques dizaines, d'une volonté qui n'a de réalité qu'imaginer. Historiquement, il n'y a même pas l'assurance de ce que le peuple dont parlent les auteurs, est bien celui qui imagine être celui visé par le texte. Nous, le peuple des États-Unis? Vraiment? Les Indiens aussi? Les Noirs aussi? Les pauvres aussi? Oui, les pauvres. Car l'idée de liberté au XVIIIe siècle est éminemment liée à la propriété, ferment le plus sûr de la liberté politique. Alors certes, cette vision élitaire de la société, c'est de l'histoire ancienne. Et les progrès de nos sociétés et notre cheminement démocratique auraient réuni enfin le texte et la volonté populaire qui étaient initialement séparés. Mais connaissez-vous aujourd'hui une constitution écrite par le peuple qui ainsi parlerait? Les constitutions que j'ai citées à l'instant ont-elles été écrites par le peuple? Non. Vous connaissez peut-être des constitutions écrites par des personnes qui sont appelées représentants du peuple. Mais là encore, cette appellation est souvent une auto-appellation. Ils ne sont les représentants que parce qu'ils ont été appelés ainsi, par les fonctions qu'ils exercent notamment. Cela a été très bien montré, la représentation dès la Révolution française signifie vouloir pour, c'est-à-dire exercer la fonction de vouloir à la place de la nation. Il faudrait aussi ne pas oublier que le peuple est bien une notion politique qui ne se décalque pas sur celle des gouvernés. Les gouvernants gouvernent au nom du peuple, mais les gouvernants ne sont pas que le peuple. Parfois, ils sont beaucoup plus que ça. Lorsque étrangers, femmes, enfants, détenus, clandestins, handicapés, tous ceux qui font aussi la nation, eh bien, lorsque ceux-ci sont donc en nombre soumis à la loi des gouvernants avec laquelle ils n'ont que ce lien de la soumission. En bref, les liens entre une constitution, j'insiste sur le « en bref » ici étant donné le temps consacré à la démonstration, les liens entre une constitution et le peuple sont purement imaginaires, n'ont aucune réalité tangible. Cela ne relève que de la pure croyance. Une fable. Et à partir d'une fable, on construit une mythologie et bientôt une religion. Si on y ajoute que l'effet premier de ces textes, qui ne sont pas écrits par ceux qu'ils concernent, est de les maintenir à bonne distance d'un pouvoir dont l'exercice en dehors d'eux se trouve institué comme le seul légitime, c'est ça l'effet des constitutions, eh bien l'effet de croyance prend encore plus de sens. Mais une autre fable vient pour minimiser la divulgation de cet effet de croyance. Cette deuxième fable, c'est le texte constitutionnel qui servirait de limite à l'exercice abusif du pouvoir. Peut-être que oui, le peuple n'est pas l'auteur de la Constitution, mais les pouvoirs sont organisés de telle sorte que ceux qui exercent le pouvoir ne vont pas abuser de leur pouvoir contre le peuple. L'idée portée par les premières constitutions écrites et sur laquelle elles reposent est celle donc de limite et d'encadrement des pouvoirs. Le principe est assez simple. Les titulaires de l'exercice du pouvoir ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, sinon on n'écrirait pas de constitution. L'invocation récurrente de la philosophie de Montesquieu vient à l'appui de cette thèse. Celui-ci, dans son œuvre majeure de l'esprit des lois, décrit un pouvoir toujours conçu et exercé entre deux limites, entre deux bornes. Toutefois, et ainsi que les inquiétudes actuelles l'illustrent au mieux, l'observation des pratiques des constitutions, depuis qu'elles s'écrivent, tend à montrer que la thèse ne tient
qu'à la mesure de ce que les acteurs, qu'il s'agit de limiter, se soumettent effectivement à la contrainte constitutionnelle et à l'idée qu'elle véhicule. Dans les régimes dits libéraux, pour ne pas parler des autres types de régimes qui, je le rappelle, ont eux aussi depuis longtemps des textes constitutionnels, l'attention portée à la lettre et à la philosophie du texte a toujours été assez variable. Disons que la philosophie libérale des gouvernements a suivi les tendances sociales pendant assez longtemps, et que pendant assez longtemps, peu ou prou satisfait du gouvernement libéral, on s'est finalement assez peu intéressé à la question du respect strict des limites constitutionnelles. Les constitutionnalistes et les observateurs étaient moins nombreux, et il suffisait que les acteurs soient d'accord entre eux. D'ailleurs, le plus souvent, les termes de ce respect des limites constitutionnelles sont souvent fixés par les acteurs eux-mêmes, dont les cours suprêmes ou constitutionnelles font partie. Car oui, elles font partie des pouvoirs institués, qui plus est, liés aux autres pouvoirs exécutifs et législatifs. Cette configuration n'est plus tout à fait la même aujourd'hui. Soit, on l'a dit tout à l'heure, on revendique que la Constitution ne doit pas être une limite à la volonté politique majoritaire ou des acteurs en situation de pouvoir, c'est un discours de plus en plus courant, et la Constitution, dans ce cas, est une ressource limitée à l'institution d'un pouvoir légitime, soit on se pare des atours de la constitutionnalité en tordant le texte dans tous les sens, et dans ce cas, la Constitution est encore une ressource pour la validation des pratiques du pouvoir, soit, et ça arrive, les acteurs se plaisent dans le cadre constitutionnel qui est le leur, parfois fait pour eux. On pense évidemment au général de Gaulle en France, dans les débuts de la Ve République. En tout état de cause, la Constitution n'est donc que très rarement une limite. Nouvelle fable donc, la Constitution ne nous protège pas des abus réels ou éventuels des détenteurs de l'exercice du pouvoir, on le voit tous les jours aujourd'hui. Et dans ce système, les cours constitutionnels et suprêmes sont même souvent les alibis de ces abus. Et à ce jeu, les régimes dits libéraux ne sont pas épargnés. Les rares cours qui ont cru pouvoir être un rempart, emportés par l'idéologie constitutionnaliste, à l'instar de la Cour constitutionnelle de Pologne à la fin de l'année 2015 et au début de l'année 2016, en ont été pour leurs frais. Soit leurs décisions n'ont pas été respectées, comme ce fut le cas en Pologne, fin 2015, début 2016, soit les cours elles-mêmes ont été réformées, et ce fut encore le cas en Pologne. La Constitution limite a donc cédé devant la Constitution ressource, au bénéfice des gouvernants. On peut même parler, en tout cas je parle, de bonus constitutionnel du gagnant, puisque ce statut de gagnant, généralement le vainqueur, même faible, d'une élection, eh bien ce statut de gagnant lui permet de paraître légitime dans les interprétations ou les dépassements du texte auquel il se livre. Je n'entre pas ici dans le détail. Cette lecture rapide d'une Constitution qui, finalement, n'est pas aussi limitante que l'on aurait voulu, voire pas du tout limitante, n'est surprenante que si on n'a pas cherché à comprendre la philosophie de la limite. À l'origine du constitutionnalisme et de l'écriture des premières constitutions, l'idée de limite à l'exercice des pouvoirs n'est pas une fable. Mais la limite n'est pas celle qu'on croit. Et elle est la cause la plus immédiate de l'expansion du constitutionnalisme partout dans le monde et de la promotion du modèle constitutionnaliste fortement réactivé à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, en Europe, en Afrique ou encore en Amérique du Sud. Il s'agissait en effet, par l'écriture du pouvoir, de rappeler que celui-ci devait être, ce que celui-ci devait être, c'est-à-dire un pouvoir qui se comprend dans son articulation avec le champ économique. Si les acteurs politiques ne sont pas directement animés par cette limite, comprise comme une articulation du champ politique et du champ économique, eh bien, la réalité se charge toujours de leur rappeler. Je m'explique.
poser les conditions d'exercice du pouvoir politique, à l'origine, par un acte écrit, est un acte profondément économique. Ceux qui ont écrit les premières constitutions, s'ils l'ont parfois fait dans un environnement de ferveur populaire, avaient en tête des enjeux économiques et sociaux. Si on se penche en effet sur l'environnement intellectuel, politique et économique qui a présidé à l'émergence de l'idée constitutionnaliste, que ce soit en Angleterre, en France ou aux États-Unis, on peut s'apercevoir que c'est bien la question économique qui a entraîné une manière de penser le pouvoir. Contre le centralisme et l'absolutisme, contre la possibilité pour le pouvoir de décider de ce qu'il voulait, quand il le voulait, contre qui il voulait. Parce que le pouvoir pouvait être contre la bonne conduite des affaires ou pour la bonne conduite de certaines d'entre elles seulement. Il était très important d'imprimer à celui-ci l'idée fondamentale de limite. Il faut bien se rendre compte de ce que tous les écrits que nous analysons aujourd'hui et les mouvements intellectuels qui ont impulsé un changement dans la conception de l'exercice du pouvoir au XVIIe et au XVIIIe siècle ont été le fait d'hommes blancs propriétaires. On comprend d'ailleurs qu'il n'est pas du tout été question à l'époque d'établir un quelconque régime démocratique. Comme on a fait des constitutions, on n'a pas fait la démocratie. C'était complètement exclu. Car le plus grand nombre n'étant pas propriétaire, il serait conduit à décider contre la propriété. Il fallait donc instituer un régime au sein duquel l'exercice du pouvoir politique ne pourrait pas nuire aux intérêts de la propriété. Plus encore, on s'aperçoit, par exemple, avec l'historien américain Charles Beard, que l'organisation fédérale aux États-Unis, qui l'a emporté sur le principe d'une organisation confédérale, eh bien, trouve en grande partie sa source dans la qualité et la nature des intérêts économiques des constituants américains, les 55 constituants, qui pensaient tous en fonction de la nature de leurs intérêts à défendre. Les concepts de séparation des pouvoirs et de garantie des droits obéissent donc à une ambition économique et ont été formulés à partir d'une ambition économique visible chez tous les auteurs et tous les acteurs, pourvu que l'on décide de regarder de ce côté-là, même si leurs énoncés paraissent empruntés à la rhétorique humaniste antérieure, prolongement de l'école du droit naturel, mais qui, elle aussi, avait un tropisme économique. Autrement dit, le constitutionnalisme est ce mouvement politique qui sanctuarise, il me semble avoir vu ce mot il y a quelques années dans un ouvrage de Karim Benyeklev, donc qui sanctuarise dans la société ce qui s'était construit par l'histoire, à savoir la hiérarchisation sociale à partir de la fortune et de la capacité à la développer. Le bouillonnement intellectuel à propos de l'économie à partir du XVIe siècle en Europe touchera jusqu'à la noblesse qui ressort convaincue de la nécessité d'une lecture économique du politique. Le français Condorcet exprime parfaitement cet état des choses lorsqu'il indique que seuls les propriétaires ont intérêt à avoir le droit de vote. Les institutions politiques ne sont pas faites pour les autres, il n'est même pas certain qu'ils soient concernés par les droits constitutionnels. La propriété étant, je le répète, la qualité d'un petit nombre et la propriété étant protégée en elle-même et par les autres droits via le système constitutionnel, liberté d'aller et venir, présomption d'innocence, principe de l'égalité et de proportionnalité des délits et des peines, tout cela qui était déjà à l'œuvre dans les déclarations anglaises des droits du XVIIe siècle, eh bien, il en ressort que ce système valide un état de la société où le plus grand nombre n'a aucun intérêt à trouver dans les institutions constitutionnelles. Il est frappant que cette histoire soit la plupart du temps occultée ou ignorée par la doctrine juridique. Michel Foucault ne disait pas autre chose dans le cours qu'il a donné au Collège de France en 1977 et 1978, intitulé « Naissance de la biopolitique ». Le XVIIIe siècle, pour lui, est ce lieu de passage entre le principe de la juridiction, le fait pour les acteurs publics de dire le droit, et le marché qui le remplace comme lieu de véridiction. C'est dans l'espace du marché que l'on sait la vérité qui va dicter sa loi au gouvernement. Et c'est de là que
tout gouvernement alors doit tirer son principe, celui d'être frugal, à entendre à l'époque comme le gouvernement du moins possible, ce qui est connu sous le nom de libéralisme politique. Parce que l'institution gouvernementale nécessite alors d'être encadrée par des mécanismes de garantie de ce nouvel agencement, à l'instar de la protection de la propriété comme principe d'action gouvernementale toujours à l'œuvre, eh bien l'écriture des constitutions est pensée comme ce qui le garantit. L'évolution du libéralisme vers le néolibéralisme correspond à la prise de conscience du rôle positif que l'État pouvait jouer dans l'économie et la vie du marché. Le néolibéralisme, consacré par Walter Lippmann, les penseurs néolibéraux et les acteurs de la vie économique, entend subvertir le rôle joué par l'État dans la satisfaction, le rôle joué alors par l'État dans la satisfaction des droits sociaux à l'œuvre dans les États-providence pour l'orienter vers la satisfaction des besoins des acteurs économiques. Dans cette subversion, la valorisation de la Constitution est essentielle, qui comprend dans sa philosophie primaire cette satisfaction. La Cour suprême américaine l'a compris très tôt, qui se présente comme un rempart au welfare state au début du XXe siècle. Tous les acteurs constitutionnels ne parlent certes pas du même voix. Et je viens de parler de la Cour constitutionnelle au début du XXe siècle. L'un de ses juges, Holmes, le dit dans son opinion dissidente de l'arrêt Lochner, l'arrêt antisocial Lochner. La Constitution, dit-il, ne porte pas en elle la doctrine économique du laisser-faire. Sous-entendu, la Cour ne doit pas s'opposer au désir d'intervention des États dans le fonctionnement du système économique, et ce, afin de satisfaire les droits sociaux. Mais, malgré cette opinion, je dirais à gros traits que ça n'est pas tout à fait un hasard si ça ne marche nulle part ou si peu souvent. Les pouvoirs institués, fruits de l'organisation constitutionnelle, parviennent, que ce soit délibéré ou non, que ce soit conscient ou non, à valider toujours une interprétation de la Constitution comme la garantie des conditions du marché, avec ou sans exception. Le développement et la valorisation de la justice constitutionnelle à cette fin, partout dans le monde, a été et est le soutien indispensable de cette articulation entre le politique et l'économique, à interpréter selon les époques comme une nette séparation ou une fine association, jusqu'à une possible fusion où l'économique dicte son agenda au politique. Les exemples sont désormais si nombreux qu'il devient presque superflu d'en dresser la liste. Si l'on admet cela, l'idée de constitution limite prend alors un autre sens. Laissons faire les acteurs politiques ou limitons-les, selon que leur action est ou non conforme aux prescrits du champ économique. Voilà quelle serait la philosophie fondamentale à l'origine du constitutionnalisme. Sans surprise, on peut voir des holdings valoriser des pouvoirs autoritaires. Le Chili en a été le laboratoire. Admettre même la faiblesse des normes constitutionnelles lorsqu'il s'agit de valoriser d'autres normes favorables au marché. C'est tout le sens du droit dit supraconstitutionnel de l'Union européenne, ou si l'on veut, de ce nouveau droit constitutionnel qui s'est glissé dans un autre espace que celui de l'État pour se déployer, ce que j'appelle un constitutionnalisme sans constitution. Il ressort de cette philosophie de la limite qu'un aspect important des effets du constitutionnalisme a été oublié du champ des études constitutionnalistes. Parce que si le champ économique se trouve à l'abri de la décision politique ou l'allié de la décision politique, eh bien, à quelle autre loi obéit ce champ ? La réalité historique des faits a répondu à cette question. Entre révolution industrielle et néolibéralisme débridé, la souffrance physique et sociale, l'exploitation de l'homme par l'homme et les inégalités économiques sont profondes, qui traversent les sociétés libérales et les sociétés non libérales, et où les premières ont si souvent été à l'origine des pratiques les plus inhumaines. Il est important de rappeler que cette histoire, commencée avant le constitutionnalisme, certes, a pu perdurer à travers lui donnant même un supplément de légitimité qui brouille la compréhension. Si le constitutionnalisme est bien l'histoire d'un progrès social, comment admettre que les inégalités aient été si profondes tout le long ? J'en viens donc à la troisième fable, celle de l'accès au droit et de la justice sociale. Il
Il est troublant qu'on s'intéresse peu à ce qu'ont effectivement permis ou non les constitutions depuis qu'elles s'écrivent, à partir de l'existence de leurs énoncés, faisant que on se satisfait de ce que les droits sociaux, qui pourraient bien aujourd'hui fonder la popularité et la légitimité populaire de la Constitution, ne reçoivent qu'une effectivité limitée, voire complètement oubliée. Les juristes semblent d'ailleurs avoir adopté la philosophie constitutionnaliste qui ne fait initialement pas la part belle aux droits sociaux. Il y a même une forme d'adoration des droits civils et politiques dont le caractère élitaire qu'ils revêtaient lorsqu'ils ont été formulés ne semble toujours pas entacher le crédit. Au contraire même, l'histoire aurait vaincu ce caractère et on se félicite de ne plus entendre les choses de la même manière. L'observation pourtant de l'histoire des constitutions dans le monde tend à montrer plusieurs choses. D'abord et hélas, sans doute, le fait qu'aucun texte dont le contenu est éminemment social ne s'est soldé par l'effectivité de ses énoncés dans l'espace social et donc par la progression des sociétés qu'il concerne vers un véritable état social. Souvent même, ces textes ont immédiatement précédé des régimes autoritaires, fascistes ou génocidaires. À cet égard, la loi fondamentale de 1946 a été rédigée dans un climat, loi fondamentale allemande, dans un climat où l'on considérait que l'écriture constitutionnelle des droits sociaux était une mauvaise idée. La précédente constitution de Weimar ayant précisément eu cette caractéristique qui aboutit finalement au régime national-socialiste. Mais par peur ou par réalisme, le silence de 1946, qui théoriquement ne signifiait pas l'ignorance des droits sociaux, a néanmoins, j'allais presque dire comme par hasard, permis que la doctrine économique de l'ordolibéralisme, élément clé de l'avènement d'un néolibéralisme peu sensible aux droits sociaux, s'impose rapidement avec, au surplus, le soutien de la Cour constitutionnelle. À cet égard, et c'est le second constat, le rôle des cours constitutionnelles dans la difficulté à garantir les droits sociaux n'est plus à démontrer dans les régimes libéraux contemporains. Il est même maintenant assez documenté. Pas seulement d'ailleurs par des juristes, mais aussi, voire surtout, par des politistes et des économistes, tant la jurisprudence peu sociale des cours constitutionnels et suprêmes est patente. S'agissant par exemple du Conseil constitutionnel français, la primauté de la liberté d'entreprendre, de la liberté du commerce, de la liberté contractuelle et du droit de propriété fait que les dispositions législatives qui les renforcent sont validées et celles qui les minimisent pour des raisons bêtement liées à la justice sociale ou fiscale sont la plupart du temps, et lorsqu'elles sont adoptées, c'est-à-dire peu souvent, censurées. Les exceptions, avantageusement parfois soulignées, il faudra d'ailleurs un jour revoir le statut épistémologique des exceptions dans les raisonnements et les analyses que l'on propose. Parfois, une exception très localisée suffirait à infléchir une analyse globale. Bref, les exceptions, précisément, ne sont produites que pour troubler cette réalité pourtant extrêmement claire. Dans le cas qui nous occupe, et comme je l'ai esquissé il y a quelques instants à propos du prisme économique du constitutionnalisme, l'avènement et la promotion de la justice constitutionnelle n'avaient pas pour autre fonction, ou en tout cas n'a pas eu pour autre effet, que d'aboutir au maintien et au renforcement du pouvoir économique. Les premières mesures sociales prises pour lutter contre les effets humainement désastreux de la révolution industrielle ont été scrupuleusement censurées par la Cour suprême américaine dès 1905. Et c'est à la faveur d'une lutte politique de la part du président Roosevelt, à partir de 1937, que la Cour suprême, 1935, que celle-ci donc est finalement revenue sur sa jurisprudence, même si ce revirement n'a eu qu'un temps, puisque les politiques sociales américaines n'inverseront jamais la philosophie entrepreneuriale agissante dans tout l'espace social. Il ne faudrait donc pas se tromper en pensant que l'expansion de la justice constitutionnelle dans le monde a coïncidé positivement avec la promotion des États-providence. Il est bien possible qu'elle ait été au contraire encouragée en vue de limiter les effets de cette nouvelle manière d'envisager le rôle de l'État devenu promoteur d'une forme minimale de justice sociale.
La valorisation de la justice constitutionnelle par tous les grands pays libéraux, dans le cadre notamment des grandes institutions financières internationales, à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, est aussi le signe de ce que la justice constitutionnelle sert avant tout des intérêts financiers, entrepreneuriaux et propriétaires. Si donc chacun pense être l'égal de son voisin, en vertu du texte constitutionnel, c'est malheureusement et seulement, la plupart du temps, une situation qui ne peut que se représenter sans que l'inscription, plus que bicentenaire, de l'égalité dans les textes constitutionnels ait eu en elle-même la moindre incidence sur la réalité de sa situation, ou seulement à la marge. Je précise de nouveau à cet endroit que mon analyse tente d'embrasser la situation d'un maximum de personnes dans un maximum d'époques constitutionnalisées et dans un maximum de territoires, sauf à réduire le constitutionnalisme aux bienfaits de ceux, les moins nombreux, dont elle a protégé ou renforcé les intérêts. Cela devrait peut-être mettre au grand jour donc non seulement l'incapacité du texte constitutionnel à faire advenir ce dont il paraît parler, ce dont il fait mine de parler, et en fait spécialement lorsqu'il parle de justice sociale, mais aussi l'effet de masque qu'il produit sur cette incapacité. Et j'en viens donc, et pour terminer, à une quatrième fable. Le constitutionnalisme comme facteur ou révélateur du progrès civilisationnel où le droit remplace la violence. La Constitution, c'est de la violence. À rebours du discours le plus courant, cette formule choc l'est moins, il me semble, que ce que le constitutionnalisme recèle depuis ses origines. Au regard des habitudes de discours et d'apprentissage à propos du droit constitutionnel, c'est certainement le point le plus difficile à appréhender, car à bien des égards inimaginable, comme non compatible avec le narratif. Il heurte les bons sentiments induits depuis longtemps par l'idée constitutionnaliste. L'époque contemporaine étant le lieu de production historique nouvelle sur les femmes, sur les races, sur le colonialisme, etc., il était sans doute normal que le constitutionnalisme lui-même puisse être réexaminé avec une nouvelle loupe. Mais était-il vraiment besoin de celle-ci quand tout déjà s'offrait au regard ? Toute l'histoire du constitutionnalisme révèle en effet que constitution et violence vont de pair, et que ce n'est pas la paix qu'elle garantit. Non seulement les constitutions n'ont jamais écarté de la pratique des gouvernants les phénomènes les plus violents, génocide, esclavagisme, colonialisme et massacres en tout genre, mais à beaucoup d'égards, elles les ont accompagnés en les masquant, ce qui mécaniquement ajoute de la violence à la violence. En produisant et en étant la source de discours pacificateurs et de justice, tout en donnant assise aux esclavagistes, aux colonialistes et à des sociétés humainement, économiquement inégalitaires, les constitutions sont en effet la source d'une grande violence sociale. Celle-ci traverse ainsi toute la philosophie des Premières Nations constitutionnalistes, les mêmes qui ont ensuite promu et partout diffusé le principe de l'écriture des constitutions. Cette histoire reste à être acceptée et j'en ai esquissé les grandes lignes dans la Constitution au XXIe siècle, histoire d'un fétiche social. Progressons lentement. J'ai dit tout à l'heure que la liberté du XVIIIe siècle, centrale dans la réflexion constitutionnaliste, était celle de quelques-uns seulement, ceux qui avaient quelque chose à perdre de l'organisation politique. Il n'y avait ainsi aucune contradiction logique entre le constitutionnalisme et l'esclavagisme, puisque les esclaves ne sont pas des personnes libres. Elles n'étaient donc pas concernées par la question constitutionnelle. Je dis aussi tout à l'heure qu'on se satisfait aujourd'hui de ce qu'il y aurait eu réconciliation entre la totalité des individus composant le corps social et le constitutionnalisme, mais sans interroger la pérennité jusqu'à aujourd'hui des institutions qui ont été conçues sur des bases essentiellement discriminantes. Et c'est important à rappeler. Tous les principes fondamentaux du constitutionnalisme que l'on aime si souvent à rappeler dans le débat public, la séparation des pouvoirs ou le principe représentatif notamment, ont leur ferment dans une vision de la société profondément inégalitaire et hiérarchisée. Plus, il y a une étrange, sinon une macabre coïncidence, celle que les premières constitutions
soit le fait de nations qui baignent dans le sang humain. Les États-Unis d'abord, dont les premiers habitants européens, d'Angleterre surtout, de France et des Pays-Bas un peu aussi, ont scrupuleusement génocidé la population indienne présente sur le territoire avant leur arrivée et dont les derniers représentants n'ont obtenu la citoyenneté américaine qu'à partir de 1924, ce qui signifie qu'ils ont vécu comme non-citoyens pendant plus de 137 ans sous l'empire de la Constitution américaine. Une nation où les plus riches tenaient la population noire en esclavage et dans laquelle l'ensemble de la population a entretenu à son égard un système de ségrégation jusque dans les années 1960, toujours sous l'empire de la Constitution en vigueur. On peut aussi parler de la France, grande puissance colonisatrice de territoires peuplés de populations non blanches, longtemps tenues en esclavage ou contraintes à un système politico-économique qui apportait richesse à la puissance colonisatrice et pauvreté aux populations. On peut encore parler de l'Angleterre, évidemment, grande esclavagiste encore et colonisatrice, qui n'était certes pas dotée d'une constitution écrite, mais qui écrivait quand même déjà sa constitution. J'ai cité tout à l'heure l'acte constitutionnel de 1791, et qui a innervé la philosophie du constitutionnalisme et qui a également contribué à sa diffusion dans le monde. Cette série de rappels historiques montre au moins une chose. L'écriture des constitutions n'a rien changé aux situations d'inhumanité. Pire même, elle les a soutenues et elle les a masquées par des discours qui proclament le bonheur de tous et la justice sociale. En étant le fruit de nations sanguinaires, le constitutionnalisme apparaît déjà beaucoup moins aimable. Dans son ouvrage « Géopolitique de l'état d'exception », Eugénie Merriot a montré en quoi l'affirmation de grands principes dans les constitutions occidentales a été historiquement le support de pratiques d'exception généralisées, s'agissant de populations éloignées, mais si nombreuses qu'on pouvait y lire le véritable régime politique en place. Et celui-ci n'était ni humaniste ni égalitaire. Les autorités politiques constitutionnelles des États libéraux ont ainsi orchestré ces pratiques et aucune institution, non plus qu'aucun mécanisme constitutionnel n'ont pu l'éviter. Et même en ont validé les principes. On pense évidemment, encore une fois, à l'esclavage, à la ségrégation validée par la Cour suprême des États-Unis. On pense au droit colonial d'exception pour des sous-hommes que les institutions de la République française ont organisé, étudié, justifié sous les auspices des principes constitutionnels et républicains. J'ai intégré cette question dans mon ouvrage au titre de l'histoire des constitutions, mais je m'aperçois que le format était bref et qu'il serait intéressant de développer notamment, de publier une étude plus précise sur la coévolution du colonialisme et du constitutionnalisme. Au nom du constitutionnalisme, les premières nations constitutionnelles ont ainsi colonisé le monde et le système de pensée politique par leurs pratiques impérialistes, jusqu'à celle qui a consisté à organiser le système constitutionnel des autres pays en pratiquant la conditionnalité au prétexte de la démocratie et de l'état de droit, des mots de ralliement qui permettent aujourd'hui de rendre le constitutionnalisme plus aimable encore. On comprend que le texte constitutionnel, par la puissance qu'il permet, des autorités légitimement instituées sur ces bases peuvent ainsi soutenir un certain système social. Donc on comprend que le texte constitutionnel, par la puissance qu'il permet, soit presque toujours et quasi structurellement l'objet de manipulations, de marchandages, de compromis ou d'interprétations qui sont la plupart du temps la manifestation de situations de violence sociale et ou politique préexistantes. En ce sens, la Constitution est un enjeu de violence sociale. Alors je disais tout à l'heure, le constitutionnalisme n'est pas une fable. Il vit et il capitalise sur des fables. Celles-ci ont donc des fonctions essentielles. On pourrait même dire qu'elles ont un caractère performatif. Elles font quelque chose. L'effet le plus sûr aujourd'hui du constitutionnalisme, c'est de siphonner la discussion sur la légitimité de l'institution et de l'exercice du pouvoir. Puisqu'il n'y a pas de technique et de récit plus aimables admis comme source de pouvoir, tout pouvoir légitime ne se pense qu'à partir d'un texte constitutionnel et de l'idée constitutionnelle. Ce faisant, toute pratique n'est évaluée que par rapport à sa supposée conformité à la Constitution, et non plus par rapport à ce qu'elle fait ou non socialement.
Là s'arrêterait d'ailleurs le savoir de l'expert, sous couvert du progrès social généralisé par le constitutionnalisme, en quelque sorte mécaniquement et naturellement. Sous couvert de techniques juridiques, notamment sur l'idéologie de la limite, qui découlerait des mécanismes procéduraux mis en place, l'expertise qu'il conviendrait d'avoir autour des questions constitutionnelles a jusqu'ici empêché une véritable réappropriation populaire de la réflexion sur le pouvoir et son exercice. On est même invité à penser le pouvoir avec les catégories qui permettent de le maintenir, voire d'accentuer les hiérarchies économiques et sociales par la justice constitutionnelle notamment. On est même invité, encore une fois, à penser le pouvoir à partir de ces catégories qui assurent à la politique des nations berceau du constitutionnalisme et à leurs successeurs l'impérialisme indiscutable de pratiques qui se légitiment par des représentations partagées des bienfaits de la pensée, au nom desquelles ces pratiques se déploient. J'ai conscience que cette phrase était un peu compliquée. Je l'ai écrit très récemment dans un court texte intitulé « Cette constitution qui ne nous protège pas et comment imaginer des changements ». Le constitutionnalisme a réussi à imposer la légitimité exclusive de sa pensée, et notamment, par exemple, de la démocratie représentative comme source de l'exercice du pouvoir. Et ce paradigme est un verrou solide à la plupart des évolutions. Un petit exemple récent, et j'en terminerai par là. Qui aujourd'hui, dans l'espace public, et ça n'est qu'un exemple, il y a bien d'autres choses qui pourraient être dites, qu'un territoire, comme celui de la Guyane, a entamé depuis plusieurs années un chemin vers une autonomie statutaire au sein de la République, qui lui permettrait de restaurer les prérogatives légitimes de sa population sur son environnement, dont les conditions républicaines la placent historiquement dans une situation violente, inadaptée et servile. Qui sait que les institutions républicaines, représentantes de la nation, prennent soin de reporter toujours le processus et maltraitent les acteurs qui portent ce projet. Lors d'une réunion récente, au mois de septembre, entre les élus de la collectivité territoriale de Guyane et des conseillers de la présidence de la République, le secrétaire général de l'Élysée a indiqué qu'il ne connaissait rien à ce dossier, qu'il ignorait même la démarche, pourtant reconnue dans les discours antérieurs du président de la République et actée au mois de juillet, soit un mois avant, par le ministre des Outre-mer. Les conditions même d'une supposée négociation entre la Guyane et les institutions centrales sont fixées et demeurent fixées par ces dernières, qui refusent à la population guyanaise qui ne serait pas élue le droit de participer, alors que la collectivité de Guyane elle-même a inclus la population guyanaise dans les réflexions sur le processus d'autonomie. Mais démocratie représentative et protégée par la Constitution oblige, il n'existe aucun autre ressort possible. Au terme du parcours un peu long que je vous ai proposé aujourd'hui, la question est donc de savoir si et comment il est possible de toucher au paradigme, si l'ajout de droits nouveaux ou de mécanismes plus participatifs sont la solution vers une évolution de la pratique du pouvoir. La Constitution, comme source d'évolution sociale réelle, ce serait une nouveauté. Car un tel texte, s'il recèle peut-être un potentiel émancipateur, eh bien, a surtout, jusqu'ici, permis de maintenir les blocages sociétaux et sociaux en ne permettant de petites évolutions qu'à la marge. Une Constitution évite les grands changements, comme les évolutions sociales, phagocyte le droit des individus et des populations à être maîtres de leur destin. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.